Et je tiens aussi à remercier Céline Jaune, qui est le chef de division de la direction de budget, donc le chef de division IT de la direction de budget, pour sa présence et pour sa confiance, qui nous a permis de réaliser ce beau projet avec la direction de budget. Donc je donne la parole à Mariam pour vous présenter tout ça. De partager aujourd'hui avec vous notre expérience à la direction de budget du ministère de l'économie et des finances, sur un sujet qui résonne parfaitement avec la thématique de la journée, qui est l'usage de la collaborative dans un mode souverain. Donc, quand on parle d'IA, comme vous le savez, vous l'avez déjà évoqué dans la table ronde de ce matin, il a évoqué Hamza dans sa présentation. Quand on parle IA, transformation digitale, on a toujours souvent pensé aux solutions qui sont hébergées sur le cloud. Donc l'hébergement sur le cloud, pour nous en tant qu'acteurs publics, nous pose à poser une question qui est cruciale, qui est comment bénéficier de l'efficacité du numérique sans compromettre notre sécurité et maîtriser nos données stratégiques. Donc ça, c'est la question qui est cruciale au niveau des secteurs publics. Au niveau de la direction du budget, donc, on partage aujourd'hui notre expérience sur un volet particulier qui est la collaboration. La collaboration, on a nommé DigiDB pour Digital Workplace de la direction du budget. Donc, je commence ma présentation tout d'abord par déjà la décor. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la direction du budget du ministère de l'économie et des finances, donc c'est une direction qui gère l'ensemble du cycle budgétaire de l'État marocain. Donc, qui parle de cycle budgétaire, nous parlons ici de documents qui sont sensibles, de données stratégiques et d'échanges constants entre des dizaines de structures et d'acteurs publics et autres. Donc, ça, c'est le contexte général de notre direction de budget, là où on travaille. En 2022, donc juste après la crise sanitaire, nous avons lancé notre schéma directeur de transformation digitale avec un constat au départ de préparation de la transformation digitale ou bien du schéma directeur de cette transformation. On a constaté, c'était un constat simple, d'ailleurs je pense que la plupart des départements des structures l'ont constaté, nos collaborateurs travaillent avec des outils fragmentés, des informations circulant par mail, par WhatsApp, par OneDrive, par Google Drive, par plusieurs plateformes. La transformation digitale schéma directeur s'est articulée en 4 axes stratégiques qui sont 3 essentiellement métiers, donc la digitalisation de la maîtrise du cycle budgétaire, la mise en place de la gouvernance des données liées au cycle budgétaire, la digitalisation de la gestion du budgétaire et de la contrôle de réalisation. Et le 4e métier, très important, qui est la digitalisation de la collaboration, c'est-à-dire comment gérer un environnement collaboratif efficace, donc en garantissant la sécurité des données et que les données restent sous notre contrôle. Donc c'est ce 4e axe sur lequel on s'intéresse aujourd'hui. Donc, comment on digitalise la collaboration? Donc, cet axe stratégique au niveau du schéma directeur, il avait pour objectif stratégique la dématérialisation et capitalisation sur la production documentaire, la faciliter la coproduction et le partage en interne de l'ADB, mais aussi avec son écosystème, notamment les départements ministériels, les bailleurs de fonds et d'autres institutions avec lesquelles la direction du budget travaille. Et enfin, exploiter les fonctionnalités de collaboration et les nouvelles technologies de la collaboration et les IT. Donc, c'est ainsi, dans ce cadre, qu'est né le DigiDB. Donc, c'est quoi DigiDB? DigiDB, Digital Workplace, c'est plus qu'un intranet. C'est un portail collaboratif de la direction du budget qui offre à chaque collaborateur de la direction du budget un accès quotidien, personnalisé, selon les rôles, et en mobilité. C'est-à-dire que DigiDB maintenant, il est sur mon téléphone, il est sur mon PC portable et il est sur mon desktop au niveau de la direction du budget, au niveau de mon bureau. Donc, comment on l'a structuré sur notre plateforme? Il a été structuré en 4 éléments. Donc, toujours la communication, elle est importante. Donc, la communication, c'est la communication interne, c'est-à-dire l'intranet, l'ancienne version de l'intranet. L'avantage ici, c'est qu'on a une communication ciblée, profilée, c'est-à-dire la personne n'est pas bombardée avec des informations dont il n'est pas concerné. La collaboration, donc la collaboration autour de documents essentiellement,
Au niveau de la direction de budget, on travaille au moins sur des rapports qui accompagnent les projets de loi de finances et d'autres chantiers. Donc, on a offert à nos collaborateurs la possibilité, la fonctionnalité de partager leurs documents et de coéditer ensemble des documents, de partager autour d'un projet commun, c'est-à-dire partager les idées, les documents, ainsi de suite, d'échanger et de créer un environnement de travail interconnecté entre les personnels. La gestion des connaissances qui est très importante, donc comme vous le savez, donc un patrimoine, il est aussi au niveau des documents, on a aussi des cerveaux. Donc à travers la mise en place des wikis, des foires aux questions, d'échanges, donc ça permet de capitaliser sur ce savoir. Et enfin, l'efficacité. L'efficacité, comment on gagne en efficacité, c'est en offrant une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là où on est. Donc, essentiellement, pendant la période de préparation de la loi de finances, donc on est censé à travailler les week-ends, les soirs, donc la plateforme elle reste accessible à tous nos personnels. Et du coup, en offrant un portail unique, un accès unique, pas uniquement aux documents et aux informations, mais aussi aux applications métiers de production, on gagne en efficacité et on gagne en temps. Donc ça, c'est les composantes de notre plateforme. Cette plateforme, donc bien que la plateforme est relativement récente, on a déployé sur les résultats que nous espérons atteindre grâce à la mise en place de cette plateforme. Déjà, donc la première des choses, c'est la souveraineté de nos données. Que nos collaborateurs ne partagent plus sur le cloud les documents qui sont sensibles, les informations qui sont sensibles. Donc c'est déjà un gain qui est crucial d'avoir 100% de nos données qui sont hébergées sur notre plateforme. Là, je me rappelle d'un chiffre. Ça, c'est un chiffre qui est un petit peu alarmant sur cette information, que les informations du continent, je parle du continent pas uniquement Maroc, du continent africain, il est hébergé au nord du Maroc. Donc pour nous, la souveraineté est cruciale. Donc sur le deuxième point de souveraineté, c'est la maîtrise totale des accès et de la traçabilité, c'est-à-dire uniquement les personnes autorisées doivent y accéder à ces informations. Comme vous le savez, bien sûr, lorsqu'on demande une question, on envoie un document sur ChatGPT ou bien d'autres IA, donc il l'exploite, on ne sait pas, on n'a pas la maîtrise des informations qu'on envoie sur le cloud. Et enfin, la conformité garantie avec les exigences de sécurité dont parlait monsieur tout à l'heure, de la DGSSI et les différentes normes de sécurité qui sont en vigueur en Maroc, qui se préparent. Il y a d'autres réglementations qui se préparent. Le deuxième point, c'est de gagner en efficacité, bien sûr, donc c'est l'accès dont j'ai parlé 24 heures 7 sur 7. La réduction du temps de recherche de documents et d'informations, au lieu de partir, d'utiliser d'autres canaux de communication, de partir chez la personne pour chercher une information, de l'appeler par téléphone, on a l'information sur la plateforme, on peut poser la question et la personne, lorsqu'elle est disponible, il peut nous répondre, il peut nous rediriger vers l'information adéquate. Et enfin, la collaboration en temps réel qui peut réduire considérablement le temps de production des livrables et des rapports. Donc ça, c'est les bénéfices qu'on s'attend, qu'ils en appellent concrètement, et qu'on mesure en continu. Je vais revenir à un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui est la conduite de changement. Donc, ce qu'on a appris d'un outil numérique ne réside pas uniquement dans sa mise en service, mais plutôt dans sa méthodologie, dans l'accompagnement, dans la conduite de changement de le personnel. Donc nous avons identifié un certain nombre de facteurs clés sur lesquels nous continuons toujours d'investir, donc on travaille toujours sur ces points-là. Notamment le premier point, c'est l'humain d'abord. Donc s'il n'y a pas un accompagnement du top management, de la direction pour ce changement, pour cette manière de faire, cette manière de travailler, les utilisateurs, ça va de soi qu'ils ne vont pas adhérer. S'il n'y a pas de formation, des accompagnements, de l'assistance en continu des utilisateurs, c'est normal qu'ils vont choisir la méthode la plus facile qu'ils connaissent d'abord, qu'ils connaissent déjà. Donc c'est d'avoir une plateforme qui est performante, rapide, sécurisée, et il n'y a pas vraiment de compromis de performance. C'est-à-dire que si la personne a une lenteur au niveau de synchronisation des documents, il est bloqué. Donc on cherche toujours la performance sur nos serveurs et notre plateforme.
un accès qui est simple. Donc ça, tous ces points clés, ils émanent d'une étude qui a été faite en collaboration avec les utilisateurs eux-mêmes. Donc pour eux, c'est leur clé de succès. S'il n'y a pas ça, ils ne travaillent pas sur la plateforme. Donc un accès simple et sécurisé dans n'importe quel appareil, c'est crucial pour eux. Et un point d'entrée unique qui va éviter la multiplication des mots de passe et la multiplication des accès et des connexions. Et le troisième point que vous connaissez, donc qu'on travaille toujours, c'est l'alimentation continue. C'est-à-dire un document qui n'est pas à jour, une information qui n'est pas à jour, une information obsolète, ça ne sert à rien qu'il reste sur notre plateforme. Donc on a mis dans notre plan d'action post-déploiement une action qui consiste à nettoyage du document, à l'archivage de documents qui sont obsolètes. Donc ça, pour vous dire, le projet nous a mis à peu près... Il y a notre partenaire qui a fait le déploiement du projet, 6 mois, il y a 6 mois, on a toutes les données de qualité qui seront le carburant de notre IA. Et enfin, nous intégrons enfin l'intelligence artificielle de manière progressive et maîtrisée au service de nos collaborateurs et de nos métiers. Donc, pour terminer, je dirais un message à Hamza qui m'a... Au départ de l'invitation pour témoigner, il nous a parlé d'IA. Je lui dis que la direction du budget, on ne parle pas d'IA, mais on la prépare. Merci beaucoup. C'est franchement une solution qui est très complémentaire, qui coche beaucoup de besoins en un. Donc, moi, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais juste réenchérir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé de souveraineté numérique n'est pas un choix. En fait, pourquoi la souveraineté tout court n'est pas un choix? On prend juste des use cases. Moi, je vais aller parler, par exemple, de souveraineté dans le monde agricole. Vous vous rappelez, il y a eu le Covid, et juste après le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, tu pouvais avoir tout l'argent du monde, mais il n'y avait pas sur le marché assez pour tout le monde. Et c'est là que tout le monde a compris ce que c'est la souveraineté, qui ne veut pas dire l'autarcie, c'est extrêmement important, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste qu'avant, on était dans des approches mondialistes, intégrées. Et puis à un moment donné, on a eu ces chocs-là qui nous ont fait comprendre ce que c'était la souveraineté alimentaire là, en l'occurrence. Mais si on parle de souveraineté numérique, il y a un cas parallèle qui ne s'est pas suscité. C'est un très bel cas aussi de souveraineté numérique, comme quoi ce n'était pas un choix. Puis il faut juste comprendre que sociologiquement parlant, une coupure d'électricité, à partir du moment où ça dure plus que 2 jours, on commence à avoir des troubles sociaux. Juste pour comprendre à quel point c'est important, à quel point la phrase « la souveraineté numérique n'est pas un choix », c'est vraiment pas un choix. Vraiment, c'est un projet ambitieux, très intéressant. J'ai beaucoup travaillé avec la direction du budget. Je me présente déjà, Hassan Ibrahim, je suis chef de division à la DEPF, ministère des Finances. Donc on a beaucoup travaillé avec la direction du budget et c'est vrai que par rapport à leur métier, au projet qu'ils gèrent, donc c'est vraiment intéressant d'avoir une plateforme collaborative qui permet justement de fluidifier les échanges entre les différents collaborateurs et c'est vraiment intéressant. Donc ma question, c'est une question plutôt très simple. Est-ce que c'est du développement spécifique ou bien c'est une plateforme que vous avez paramétrée pour justement répondre aux besoins de votre structure? Ça en premier lieu, j'espère que c'est un projet, vous avez dit et bien précisé comme quoi vous préparez l'IA et ça tombe au bon moment parce que là, pour rappeler que le ministère, donc on est en phase de lancer notre projet de Data Lab. Donc c'est un projet justement, je crois que ça va alimenter justement ce grand projet structurant du ministère des Finances en matière d'information. C'est un bon cas d'usage justement de l'intérêt d'utiliser l'information dont on dispose pour créer des produits de grande valeur ajoutée. Je vous remercie et bravo pour la direction du budget pour ce projet très intéressant. Le projet, il travaille sur ce qui est les données non structurées. La partie structurée, c'est au niveau de e-budget, comme on le connaît, c'est e-budget, ce sont les informations au niveau de notre système décisionnel. Là, on essaie de récupérer les informations qui échappent un petit peu à tout ce qui est structuré, notamment au niveau des courriers, au niveau des fiches, au niveau de la documentation, au niveau même des rapports qu'on reçoit de l'extérieur. Donc, pour pouvoir extraire de la data et des données pour pouvoir alimenter
notamment la data lab, donc digital lab. Donc je fais juste une petite démonstration pour vous donner une idée sur la plateforme. Donc là je me suis connectée avec mon compte. Ici j'ai la notification lorsque quelqu'un partage avec moi une information, une tâche ou d'autres choses. J'ai sur la partie, la page d'accueil, c'est l'intranet, c'est la communication interne, les actualités. Mais ce qui est très important ici, c'est que je puisse travailler sur mes documents. Donc ça, ce sont mes documents, nos documents de travail sur lesquels je travaille. Donc là, c'est le dernier fichier sur lequel j'ai travaillé, donc une présentation, système d'information, ainsi de suite. Donc là, ce sont des documents de travail. Je suis au bureau, je travaille avec sur la présentation. Lorsque je sors, je suis là. Je clique sur ici ou bien directement de mon poste de travail et je peux continuer mon travail chez moi ou bien dans une réunion ou bien dans une autre plateforme. Donc là, je peux travailler sur un document. Là, c'est un document qui est personnel, c'est-à-dire uniquement pas, je peux y accéder, c'est comme OneDrive. Mais il est sur nos serveurs, sur notre data center qui est sécurisé et qui est archivé et sauvegardé régulièrement. Lorsque je termine le travail sur un document, je peux par la suite le partager avec mon équipe. Donc, si je veux que ce document soit partagé au niveau de mon service, je n'ai que à cliquer ici, partager ce document, il me donne la possibilité de partager sur un espace. Je termine la présentation, donc c'est un travail collaboratif que je vais travailler avec mon équipe. Chacun va ajouter du sien, ça va apporter les modifications qu'il faut. Après, lorsqu'on termine notre travail, je peux partager avec ma hiérarchie. Donc là, je fais interpeller un workflow de validation du document. Donc je vais le partager avec mon responsable hiérarchique, ainsi de suite. Il va être... Et tout ça sur la même version de document. Sur le même document, je n'ai pas à gérer les multiples versions du document. C'est-à-dire je peux trouver toute l'historique de document qu'il a partagé, qu'il a modifié, qu'il a contribué, qu'est-ce qu'il a ajouté au niveau de ce document, qui est très important au niveau de notre gestion quotidienne. Lorsqu'on a procédé à la conduite du changement, qu'est-ce qu'on est parti? On a fait du porte-à-porte, exactement du porte-à-porte. Il y a des personnes, comment ils font pour faire ce cas de figure au niveau de la direction? J'imagine que ça va être général pour plusieurs organisations. C'est que lorsqu'ils terminent le travail, lorsqu'ils doivent sortir du bureau, il y a des engagements familiaux bien sûr et d'autres. Donc lorsqu'ils veulent sortir du bureau, ils n'ont pas terminé le travail, ils l'envoient par mail pour comme ça, ils vont le retrouver sur leur boîte Gmail pour pouvoir continuer le travail. Chose ici, je n'ai pas besoin de le faire. Lorsque je travaille, c'est un utilitaire G-Drive qui est installé. Je retrouve ici par exemple là. Sur mon bureau, ça c'est mon PC portable, je vais retrouver tous les documents qui sont synchronisés avec le serveur. Donc là, je peux retrouver la présentation dont je parle tout à l'heure. Donc c'est celle-là. Donc je peux la retrouver, modifier, et lorsque je reviens au bureau, je vais retrouver la dernière version, et comme ça je peux continuer mon travail. Donc ça c'est la partie gestion documentaire. On a la gestion documentaire, la gestion des projets. Donc au sein d'une communauté, à part la gestion documentaire, il y a ce qu'on appelle les foires aux questions, c'est-à-dire qu'on peut échanger au sein d'une équipe, au sein d'un service, ou bien au sein d'une division, autour d'un sujet, d'une thématique. Et c'est gradué. On peut le faire au niveau direction, au niveau service, au niveau division, ou bien au niveau projet, mode projet, s'il y a des personnes qui vont travailler notamment sur les parties préparation de loi de finances, c'est plusieurs structures qui sont intégrées. Donc on crée un espace où ils peuvent échanger entre eux. Donc, on peut trouver, par exemple, ici, les idées questions, c'est-à-dire qu'on peut poser les questions, on peut ajouter des points, c'est-à-dire les personnes vont interagir. On peut même spécifier les personnes expertes dans un domaine particulier pour que sa réponse prend plus de poids que par rapport aux autres. Donc, ça, c'est tout ça, c'est pour la gestion des connaissances. Et pour nous, en système d'information, on a utilisé le module gestion des tâches, donc la partie gestion de tâches de projet, pour pouvoir suivre certains projets de système d'information. Donc, je peux y accéder ici parce que c'est le portail qu'on a mis en collaboration avec nos prestataires de services qui travaillent avec nous l'implémentation du portail. Mais je peux aussi bien partir sur la gestion des projets ici. Tout ça, c'est personnalisé. Pas forcément l'ensemble des utilisateurs voient ça.
Donc ça, c'est l'ensemble des projets sur lesquels je travaille. Et je peux voir l'état d'avancement de chaque projet et voir les tâches qui sont attribuées aux collaborateurs. Donc là, c'est pour le suivi des tâches, le suivi des tâches par projet. En gros, si j'ai passé un petit peu ce qu'on fait au niveau de la plateforme. Je vous félicite d'abord pour le travail. Donc, je crois que c'est exactement les fonctionnalités qui sont offertes par Microsoft par M365, sauf qu'à la différence maintenant, c'est là on peut vraiment parler de souveraineté, alors que l'autre il est pratiquement soit cloud, soit full cloud, et donc ça c'est très bien. Par contre, il y a une autre question, parce qu'en parlant de flexibilité tout à l'heure, vous avez dit que la plateforme elle est aussi au niveau du mobile, d'accord? Donc, je suppose qu'il va y avoir. Quelles sont vos solutions de sécurité de la plateforme mobile que vous mettez à disposition de l'utilisateur? Parce que maintenant, il y a toute l'information quand même assez importante qui circule au niveau des deux devices. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des outils de sécurisation pour pouvoir pallier à toute perte de la donnée. Tout à fait. Qui est crucial. D'abord, on vient de lancer l'accès par mobile suite à l'intégration de Multifactoring Authentication, MFA. Donc c'était une exigence de la DGSSI avant de pouvoir lancer la plateforme, c'était le devoir d'implémenter la double authentification, c'est-à-dire la personne. Pour avoir un compte, ce sont la compte, notre AD, notre annuaire au niveau de la direction. Et pour pouvoir s'authentifier, il reçoit un code sur son smartphone pour pouvoir se double authentifier. Donc c'est au-delà de l'authentification. Si je peux me permettre, il y a deux applications différentes. C'est pas une application mobile. Au-delà, je parle de la sécurisation du device lui-même. Par exemple, une solution qui va permettre de gérer le device en cas de vol. Par exemple, je vais pouvoir effacer tout de suite toute l'information que contient le device. Parce que ça reste quand même assez... L'information, elle est stockée dans l'application mobile, dans un serveur qui est hébergé chez vous. Pour avoir accès à l'information dans le device, il faut s'authentifier. Pour s'authentifier, il y a la double authentification. Donc il n'y a pas de messagerie. La messagerie, c'est-à-dire le mail? Le mail. Non. Ah voilà. Non. Voilà. Donc, il y a du chat comme WhatsApp. Ça veut dire que cette solution, elle est interfacée avec une autre solution. Exactement, de mail. Voilà. On est d'accord. Ça c'est bien de... Et j'ajoute, je me permets, dans la solution, il n'y a pas de mail, mais nous, en interne, chez Jalios, on n'utilise pas de mail. Donc il n'y a pas de problème en termes de sécurisation de la donnée. C'est une grande conduite de changement. Oui, alors je suis d'accord, c'est pas un objectif que je vous fixe à vous, c'est même pas un objectif nécessairement qu'on avait, c'est juste que c'est tellement simple d'utiliser la plateforme plutôt, et j'ai entendu Myriam dire, je pars du bureau, je m'envoie un mail sur Gmail, j'arrive chez moi, je récupère un document. J'ai vraiment la chair de poule en termes de sécurité. Moi, c'est quelque chose, c'est inenvisageable en termes de sécurité. Et surtout, c'est pas pratique. J'ai pas la bonne version du document. Quand j'arrive chez moi, ah mince, j'ai oublié de m'envoyer l'autre document sur lequel j'ai besoin de travailler aussi. Alors que si j'ai accès à la plateforme de n'importe où, avec les mêmes conditions de sécurité, là, on a tout gagné. Myriam, je t'ai coupé. L'administration. Donc il y a toutes les normes de sécurité, toutes les dispositions sécuritaires qui ont été mises en place pour pouvoir sortir avec. Donc à partir d'un autre événement, je ne peux pas me connecter. C'est uniquement à partir de mon téléphone de l'administration. Il y a d'autres mesures de sécurité qui sont prises. Les données, ils sont au niveau de data center du ministère de l'économie et des finances. Donc, il y a tout le dispositif de sécurité qui est fait au niveau de data center. Au niveau des accès, c'est ça. Et on a fait l'authentification pour pouvoir se connecter d'un autre device, d'un autre service, par exemple. Je n'ai pas mon PC, je me connecte à travers un autre PC. Mais la session, il est coupé, il est courte. C'est-à-dire que si je ne travaille pas, la session est fermée, je dois me reconnecter à une autre fois. D'avoir témoigné pour cet outil et si vous voulez nous donner une visibilité sur ce qu'on peut faire avec. Alors, moi j'ai deux petites questions. Alors, quel est le degré si vous voulez, d'adhésion des utilisateurs à cet outil, à valeur aujourd'hui? Est-ce que c'est surtout le collaboratif, c'est-à-dire l'accès aux documents, l'accès aux projets et tout ça? Donc, est-ce que c'est 100%, c'est 90%, c'est 60%? D'une part, d'autre part, si vous voulez, l'accès aux applications, est-ce que c'est un outil qui vous permet de concentrer l'accès à ces applications-là
Et donc, c'est une seule authentification, ou bien c'est encore, il faut s'authentifier sur les applications pour pouvoir y accéder. Merci pour la conduite de changement, c'est la phase la plus dure et la plus complexe et la plus longue à réaliser pour changer les habitudes des personnes. Là, nous avons, je peux dire, nous sommes sur 400 personnes, donc 400 personnes à la direction du budget. Actuellement, on n'a que 50 personnes qui utilisent pleinement les autres fonctionnalités de la Digital Workplace. Les autres personnes, je donne un chiffre, exactement au quotidien quand suit les utilisateurs. Normalement, on espère beaucoup plus. On espère beaucoup plus. Bon, ces personnes, il faut enlever bien sûr les secrétaires, les agents qui ne sont pas concernés, mais ces 40 personnes qui l'utilisent, 50 personnes qui l'utilisent, et ils l'utilisent surtout pour la collaboration. Ça, ce qui est important, qui est très important à signaler, c'est qu'il y a un besoin en collaboration. Sauf qu'on a constaté que ce n'est pas généralisé pour l'ensemble des personnes et l'ensemble des structures. Comme vous le savez, au niveau de la direction budget, nous avons plusieurs métiers, nous avons plusieurs profils. Nous avons des jeunes, nous avons des moins jeunes. Et donc, il y a plusieurs rôles, plusieurs profils. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de faire la conduite du changement. Donc, on a enlevé notre partie technique, technologique, et qu'on laisse à l'éditeur, aux partenaires de s'en occuper. Et je peux le dire, après avoir vécu avec d'autres portails collaboratifs, notamment le fameux SharePoint, il m'a confirmé, avec lequel on perdait beaucoup de temps dans le développement, dans le paramétrage, dans la recherche de comment faire pour implémenter un besoin. Maintenant, on a l'outil qui nous aide à répondre le plus rapidement possible aux besoins des utilisateurs. Donc c'est comme ça qu'on espère procéder. Et votre deuxième question, c'était pour SSO. Par rapport au SSO, on n'a pas encore implémenté de SSO, mais c'est prévu. C'est prévu d'implémenter un SSO pour pouvoir s'authentifier à l'ensemble des applications. Mais même si on n'a pas encore implémenté de SSO, on a plusieurs applications à la direction du budget. On a l'application de gestion de courrier, du budget, décisionnel, les accès à des sites web, des communications. Déjà, le fait d'avoir le même URL, parce que parfois ça change l'URL, ça change de place, ça change d'authentification, d'avoir le même accès, les personnes, ils oublient déjà les liens pour y accéder. Déjà d'avoir sur la même plateforme le même URL, c'est déjà, déjà un point. Mais le SSO, c'est prévu. En tout cas, Jalios s'intègre avec Azure AD, etc. Et c'est le choix, enfin c'est le budget qui est en train de mettre en place le SSO avec lequel on va s'intégrer. Je vais juste préciser une chose par rapport au SSO. On avait prévu de faire le SSO. Sylvia aussi va peut-être compléter par rapport au SSO. Nous, on a choisi de mettre la plateforme sur un serveur Linux pour question de sécurité. Donc, on avait des sécurités. Malheureusement, au niveau du ministère, on travaille plutôt Windows Store pour pouvoir faire l'implémentation de SSO. C'était un petit peu, je dirais pas compliqué, mais c'est possible. Mais c'était le besoin de faire un serveur de plus. Donc, on a préféré attendre le temps que les personnes commencent à utiliser la plateforme, qu'ils se familiarisent, qu'on se concentre déjà sur la conduite de changement avant de faire la SSO. On travaille ensemble sur ce projet-là. Donc, pour répondre à Sianotine, c'est très simple. Le projet est au début. Et vous avez posé la question la plus importante. La première partie, on a travaillé sur la technologie, sur nos partenaires, sur la compétence des équipes. Ça, c'est le niveau 0. C'est-à-dire, pour sortir des utilisateurs, il faut avoir une technologie, il faut avoir des équipes qui vont suivre pour répondre aux besoins des utilisateurs. Mais tout ce travail-là, pourquoi on le fait? On le fait pour les utilisateurs. Les projets d'outils collaboratifs sont des projets particuliers. C'est-à-dire, les projets, par exemple, de développement d'applications, c'est ça qu'on a l'habitude de faire. C'est à la demande avec l'utilisateur, on fait un cahier de charge, donc il est impliqué depuis le début avec nous. Donc il est emporté, on essaie de répondre le plus important à ses besoins, donc il est impliqué. Par contre, pour les outils collaboratifs, on a inversé, on inverse, le projet doit être fait
d'une autre matière. Si nous, la direction du budget, ici, disons, dans son programme et suite le schéma directeur, il y a un besoin pour la collaborative. Mais ça reste une image, comment travailler, comment faire. Mais il faut développer un projet, une solution intéressante pour les utilisateurs. Quotidienne, quand on travaille sur ce projet, un indicateur, combien les gens utilisent notre projet. On n'est pas, on ne va pas dire qu'on est satisfait du résultat. On veut 50 personnes qui travaillent, on veut que ça soit l'outil de travail. Que ça soit l'outil, c'est-à-dire on veut faire l'application, on veut le messager, on veut atteindre, c'est l'outil. C'est-à-dire même on réfléchit que quand la personne ouvre son PC, il trouve le portail. C'est vrai, le SSO, vous avez dit pour le SSO, donc déjà pour le portail, il est intégré avec l'API. C'est-à-dire pour les applications, ce n'est pas le portail qui a cette faiblesse, donc c'est nos applications qui doivent travailler sur l'API. Donc il y a d'autres contraintes techniques, donc on doit améliorer nos applications. Il y a les utilisateurs externes, puisque les applications métiers sont utilisées par les utilisateurs externes. Donc c'est tout. Donc je vous dis que on est au début. La problématique de conduite au changement, elle est importante. Elle est importante. Je pense qu'il faut trouver ce qu'on discute toujours avec Myriam, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé le clic pour tirer au maximum les gens. C'est-à-dire on a fait beaucoup de choses. Donc les communautés, la gestion de courrier, donc il y a pas mal la gestion de projet que vous avez vu, plusieurs réunions avec les utilisateurs, mais je pense qu'on va arriver. Chaque fois dans les petites réunions que j'assiste, puisque elle travaille avec tous les utilisateurs, donc les utilisateurs, ils voient l'intérêt, mais ils n'arrivent pas à plonger, à franchir. Donc je pense que c'est un travail. On est conscient, mais je pense que c'est un sujet qui travaille sur. Donc je pense qu'on est en train de préparer un programme de conduite de changement. Puisque beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Les partenaires, la gestion ils sont toujours avec nous. Donc beaucoup d'efforts. Mais on va essayer. Inch'Allah, on est confiants. Ça, confiant, on va insister jusqu'à. Si je peux compléter, choisir la bataille. C'est courageux d'avoir franchi le pas de dire on va aller face aux utilisateurs pour essayer de transformer l'usage. Qu'on a fait pour éliminer le papier, la première des choses qu'on a fait, c'est d'intégrer au niveau de notre système de production, c'est-à-dire notre système de production qui est e-budget. Là, on a d'abord les documents budgétaires, les budgets des départements, les projets de performance, les RDP et tous les documents au niveau des départements. On a intégré la signature électronique au niveau de ces départements. On ne reçoit plus de documents qui est signé et on a même intégré les établissements publics. Je pense on avance. On n'a pas encore à 100% par rapport aux établissements publics, mais on est à 100% par rapport aux départements ministériels. Donc déjà, on a enlevé ça. J'ai autre chose c'est un exploit, si je vais le confirmer. C'est un exploit, le dépôt de la loi de finances au niveau du Parlement. Au départ, on déposait, c'est une jaune 500 copies. 500 copies de chaque rapport. Le projet de loi de finances, il est accompagné de 13 rapports en français et de 13 rapports en arabe qui étaient imprimés à 500 copies et déposés au niveau du Parlement. Là, on a tout digitalisé. Ils reçoivent le projet de loi de finances et les rapports. La clé, et on a même une plateforme, là, on a digitalisé la loi de finances. On leur envoie la loi de finances numérisée, digitalisée, et sur leur plateforme, il est digitalisé, et même les amendements, on les reçoit digitalisés. On n'a pas pu enlever le papier parce que c'est
Le papier, c'est notre objectif. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas pu éliminer, d'autres documents, ils circulent. Le document, il circule toujours au niveau de la direction du budget, donc, mais on travaille là-dessus. Merci à donc, comme vous l'avez vu dans ma présentation, la collaboration, digitaliser la collaboration en interne avec l'écosystème. Donc parmi nos exigences pour le choix de la plateforme, c'était de pouvoir offrir la plateforme à nos collaborateurs externes. On n'a pas encore testé, mais la fonctionnalité, il existe. Il existe. Vous utilisez WeTransfer. WeTransfer, pour transférer des données. C'est le même principe, sauf que les documents, ils sont chez vous, dans votre plateforme. Donc vous allez partager, mettre un lien public. L'utilisateur peut y accéder et à travers soit ouvert, soit à travers un code que vous allez l'envoyer à travers un autre canal de communication. Donc ça, c'est possible. On a testé par contre, ce qu'on a fait, sur la plateforme, il y a ce qu'on appelle des comptes invités. Ce n'est pas les comptes utilisateurs en interne, ce sont des comptes, ce sont des licences à part, des comptes invités que vous pouvez avoir pour offrir à vos partenaires en externe. Ce compte invité, il a des accès qui sont restreints, il n'a pas la visibilité sur toute la plateforme, mais uniquement sur un espace collaboratif. Ça, on l'a fait dans un cadre de projet de gestion, de contrôle de gestion, donc des équipes qui travaillent sur ce chantier, l'intégration du contrôle de gestion au niveau des départements ministériels suite à la réforme de la loi organique des finances. Donc, ils ont intégré, on a travaillé ensemble pour un espace collaboratif. Et sur cet espace collaboratif, on a intégré certains départements ministériels qui travaillent sur ce sujet. Donc, ce sont des comptes invités particuliers avec des accès qui sont restreints pour pouvoir collaborer au niveau d'un espace collaboratif qui est bien restreint. Donc, la fonctionnalité, il existe bien. Donc, il faut juste mettre les paramétrages ou bien les verrous qu'il faut pour garantir la sécurité. Donc, juste pour vous dire, pour Jalios, l'éditeur ou bien le logiciel, c'est quoi? Le logiciel, ce que vous voyez comme fonctionnalité, il n'est pas forcément dans Jalios. C'est parfois, lorsque tout à l'heure Hamza a parlé de l'intelligence artificielle, c'est pas Jalios qui va vous offrir l'intelligence artificielle. Quand vous parlez d'email, c'est pas Jalios qui va vous offrir un serveur de messagerie. Pour la partie, bon, il y a des modules qui sont développés en Jalios. La partie que j'ai présentée tout à l'heure pour la gestion des tâches, la gestion de projet, c'est un module Jalios. Mais vous pouvez tout bien vous intégrer avec d'autres solutions de gestion de projet. Il y a de la GED sur Jalios, mais vous pouvez avoir votre projet et l'interfacer avec Jalios. Jalios, il vous permet d'avoir un portail là où vous pouvez accéder à tous les services collaboratifs. Il y a des services qui l'offrent, il y a des services qui n'offrent pas. Les modules sont achetés à part, donc chaque module il est à part, donc vous pouvez configurer selon votre besoin, c'est-à-dire si vous n'utilisez pas, par exemple, là on a choisi de ne pas avoir de la visioconférence. Je ne vous ai pas présenté la visioconférence, ils ont la visioconférence, d'autres modules à part, mais on ne l'a pas pris parce qu'on a d'autres propres outils de gestion pour la visioconférence. Et il y a d'autres outils qui peuvent interfacer avec la solution. Donc c'est ça l'idée que je voulais vous transmettre pour vous dire que c'est une plateforme qui va englober plusieurs services. Il y a qui sont sur la plateforme, il y a d'autres qui pouvaient interfacer, c'est-à-dire qu'ils développent des connecteurs avec les applications. Et maintenant, actuellement, on est en train de travailler sur des connecteurs développés parce que la plateforme elle est développée en Java. Donc pour pouvoir développer des connecteurs avec notre propre logiciel, c'est-à-dire le budget, il est développé en interne. On veut développer des interconnexions pour pouvoir récupérer les informations qu'on veut au niveau de la plateforme. Merci. Jalios ne fait pas de mail, Jalios ne fait pas de visio. Jalios ne fait pas de système d'information géographique. En revanche, vous posez Jalios au mieux, il va s'interfacer avec votre système d'information, notamment pour répondre à votre question, la partie géographique. On a un système qui permet d'aller pointer vers du Google Maps, vers du OpenStreetMap, etc. La solution que vous avez en interne va pouvoir être utilisée par Jalios. Et je vais juste quand même résumer sur la partie documentaire. Merci, on n'est jamais mieux servi que par nos clients pour répondre aux questions. Au niveau de la solution, on a géré les 3 niveaux de partage documentaire. Le premier, qu'évoquait Myriam, c'est le WeTransfer. Sauf que le gros avantage, c'est qu'on va laisser le document sur la plateforme et envoyer un lien de téléchargement du document.
vous évoquiez la possibilité d'éditer le document avec des externes, sans forcément avoir cette possibilité de donner accès à un espace collaboratif comme l'évoque Myriam, comme le fait l'IGF par exemple avec l'inspection générale du ministère, qui vient être externe et peut participer au projet. On a cette possibilité intermédiaire de donner accès en édition simultanée, en coédition simultanée à des externes, tout en ayant la souveraineté, en utilisant des solutions comme OmniOffice, qui est installé chez vous, Collabora, qui est installé chez vous. D'accord ? Donc voilà les deux réponses à vos questions sur, en tout cas, le point de vue de l'éditeur qui, évidemment, a été démontré dans un cas, dans un contexte clé. Et toujours, c'est de la souveraineté numérique. Vous pouvez choisir vos solutions. On ne vous impose pas de dire il faut partir avec cette solution-là. Pour la signature électronique, on a 5 connecteurs avec des outils de signature électronique. Vous choisissez. Vous préférez YouSign, DocuSign, UniverSign, L'Expertsona. Vous choisissez les solutions avec lesquelles vous voulez travailler. Voilà. Du coup, on passe à la prochaine étape, si tout le monde est d'accord. Comme ça, ce sera la dernière. On pourra reposer des questions. Aussi, une toute petite question parce que j'aimerais bien comprendre. C'est pour Jalios. En fait, j'ai vu qu'il s'agit d'une interface collaborative et c'est bien puisqu'on utilise Microsoft qui est quand même pas souverain, donc on a toujours peur de mettre quelques documents sensibles. Alors ma question, est-ce que Jalios propose un module de l'intelligence artificielle à l'instar de Copilot qui permet par exemple de faire des analyses, de recherche dans les documents qui sont tout ce que je cherche. Alors j'aimerais bien comprendre. C'est la prochaine étape. C'est le dernier dans Jalios. Comme ça, c'est facile d'encourager les utilisateurs à utiliser la plateforme. C'est exactement le sujet de mon atelier démo. Moi, je me présente tout simplement avant. Je suis Sylvain Châtillon, je fais partie de l'équipe avant-vente, je suis consultant avant-vente chez Jalios. Jalios, c'est l'outil qu'utilise le ministère des Finances, d'accord ? Donc c'est ce que nous a présenté Myriam. Donc on n'est jamais mieux. Très belle démonstration d'ailleurs, Myriam. On devrait t'embaucher chez Jalios pour faire des démonstrations produits. Et mon objectif à moi, c'est non plus de démontrer les capacités du produit Jalios, mais de montrer les capacités du produit Jalios dans un contexte d'IA. Évidemment, je reprends le PC, tout a été fermé, c'est malheureux, ça devrait aller vite, je vais restaurer.